L'Amazonie où la lumière peine à atteindre le sol et où chaque pas pourrait être le dernier. Entre les arbres millénaires couverts de mousse et les eaux noires et troubles, se cache une créature qui fait régner le silence sur toute la forêt. Qui pourra échapper à l'emprise du prédateur le plus silencieux du monde ? Anaconda géant ? Cauchemar dans le marais. L'aube filtrait à travers les arbres géants, mais la lumière fut aussitôt absorbée, plongeant la forêt entière dans une brume humide d'un vert sombre. L'air était saturé de vapeur et d'une odeur de boue putréfiée, si lourde que chaque respiration semblait coller à la peau. La surface du marais était noire et lisse comme un miroir sale. De fines ondulations apparaissaient et disparaissaient, comme si quelque chose d'immense se mouvait en dessous. Le chant des insectes se mêlait au coassement des grenouilles venimeuses, créant le son caractéristique des eaux stagnantes. Au milieu de cet espace, la jungle se dressait dans un silence terrifiant, une terre obscure où chaque ombre pouvait être un prédateur tapi dans l'ombre. Dans les légendes des tribus vivant au cœur de l'Amazonie, le marais n'était pas seulement un amas d'eau et de boue, il abritait l'esprit ancestral de la jungle. Et parmi les récits transmis depuis des siècles, figurait un nom que même les plus vieux chasseurs n'osaient prononcer, l'anaconda géant. On racontait qu'au premier jour de la saison des pluies, lorsque la surface du marais bouillonnait comme une marmite d'eau sombre, une immense ombre émergeait des profondeurs de la boue. Nul ne pouvait voir d'où elle venait. Seule la surface de l'eau tremblait, les oiseaux se taisaient soudainement et un souffle glacial caressait la mousse. Les chasseurs indigènes croyaient que l'anaconda était plus qu'un simple animal. Il était l'obscurité du marais, né de l'eau, de la boue et du silence absolu de la jungle. À son apparition, toute vie alentour s'effaçait. Certains prétendent avoir aperçu des yeux dorés, ouverts sous l'eau noire, scintillant comme deux pierres mouillées. Un clin d'œil, et l'immense ombre verte disparaît, laissant la lagune aussi lisse que si rien ne l'avait jamais foulée. De ces récits oraux lui ont donné de nombreux noms, l'ombre verte de la jungle, l'étrangleur sans souffle, le fantôme des marais, mais aussi embellie soit-elle, une chose est indéniable.
l'anaconda existe bel et bien. Et il est plus dangereux que ne le prétendent les légendes. L'anaconda géant est le maître de l'embuscade dans les marais amazoniens, et chaque détail de son corps a évolué pour faire de lui une machine de chasse parfaite. Son corps mesure 6 à 8 mètres de long, pèse plus de 200 kg, et sa peau verte tachetée de noir se fond parfaitement dans l'eau noire et la mousse. Ses yeux et ses narines sont situés sur le dessus de sa tête, ce qui lui permet d'observer le monde alors que son corps gigantesque est entièrement immergé, le rendant invisible. L'anaconda ne possède pas de venin. Sa véritable arme est sa terrible constriction. Lorsqu'il enserre sa proie, il la serre à chaque respiration, provoquant une accumulation de pression dans la poitrine et les vaisseaux sanguins, et entraînant la perte de conscience de son adversaire en quelques secondes. Les mâchoires de l'anaconda sont élargies par des ligaments élastiques, lui permettant d'avaler en entier des capybaras, des sangliers, de grands oiseaux et même de petits caïmans. Ses sens aiguisés, sa capacité à percevoir les vibrations et son extrême patience lui permettent de ne presque jamais laisser passer une occasion de chasser. L'anaconda quitte rarement l'eau, préférant vivre dans la boue profonde, les forêts inondées et les lacs tranquilles, des milieux où la lumière pénètre difficilement. Contrairement à de nombreuses autres espèces de serpents, il donne naissance à des dizaines de petits à la fois, chacun capable de survivre seul dès sa naissance. Tout cela fait de lui une créature à la fois silencieuse et gigantesque, mais plus terrifiante que n'importe quel autre prédateur bruyant de la jungle amazonienne. Cependant, dans ce monde marécageux, même les géants doivent chasser pour survivre. Tandis que la boue et l'eau se mettaient à onduler doucement à chaque mouvement de son corps, l'anaconda géant quitta silencieusement sa cachette. Pas un bruit. Pas une grosse vague. Juste l'eau noire qui s'écarte peu à peu, comme pour laisser place au véritable maître des marées. À l'orée de la forêt, un troupeau de capybaras se dirige des prédateurs. Avec leur fourrure brune et rêche, leurs yeux ronds et doux et leurs pas lents, les capybaras semblent paisibles. Mais en Amazonie, cette paix n'est qu'une fragile façade. Un capybara s'éloigna du troupeau, inclinant la tête vers l'eau pour boire. Honda préparait l'embuscade parfaite. La chasse commença. Les luttes s'affaiblirent peu à peu, les vagues s'apaisèrent.
Finalement, l'eau retrouva son silence de mort. Il ne restait plus qu'un tourbillon de boue noire, et l'immense ombre verte entraînait lentement sa proie au fond de la lagune, disparaissant comme si de rien n'était. L'anaconda retrouvait sa nature de prédateur le plus silencieux d'Amazonie. La surface de l'eau venait de se calmer, et la forêt qui bordait le marais s'animait doucement. Les sons familiers de l'Amazonie revinrent peu à peu en écho, comme si la nature reprenait son souffle après un moment de violence. Depuis les branches basses, une volée de hoazins sautillait lentement à travers les buissons au bord de l'eau. Leurs plumes brunes et hirsutes et leurs crêtes pointues leur donnaient une allure étrange, comme des créatures d'une ère préhistorique. Ils émettaient un sifflement étrange, mêlé au battement lourd de leurs ailes lorsqu'ils passaient de branche en branche. Un son rauque, mais empreint d'une paix particulière. En contrebas, quelques grenouilles venimeuses vertes s'accrochaient au tronc humide, leur peau scintillant comme des points de couleur sur le sol sombre de la forêt. Ils restèrent immobiles, leurs petits yeux scrutant sans cesse les mouvements des moustiques et des insectes autour de l'étang. Plus loin, une tortue mata sortit la tête des feuilles flottantes. Sa forme, semblable à celle d'une feuille morte, se fondait presque dans la surface du marais. Elle prit une petite inspiration, puis replongea, disparaissant comme une vieille ombre de la forêt. Le petit écosystème poursuivit son propre rythme de vie, lent et paisible, comme s'il ignorait que juste sous la vase, un géant venait d'écraser sa proie d'une étreinte silencieuse. C'était un contraste saisissant avec l'Amazonie où la mort survient en quelques secondes, mais où la vie s'écoule doucement, d'une beauté presque cruelle. Et ce n'était que le début. Dans la suite, un intrus téméraire s'aventurerait dans la vase morte, où l'anaconda ne se laisserait jamais aller à partager son territoire. Combat à mort dans la boue. L'anaconda écrase l'intrus. À ne pas manquer. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne rien manquer. L'affrontement à venir sera plus féroce que tout ce que vous avez jamais vu en Amazonie. Alors que la surface du marais s'apaisait peu à peu après la chasse, seules de légères ondulations se propageaient dans l'obscurité. L'anaconda géant s'enfonça profondément dans la boue froide où il avait coutume de se reposer après chaque embuscade. Son corps gigantesque semblait se fondre dans l'eau noire lorsqu'un léger bruit retentit sur la rive. Le crissement de feuilles mortes. Un bruit imperceptible, mais suffisant pour figer la jungle entière.
Dans la brume humide, une ombre dorée se glissa silencieusement à travers le feuillage bas. Un jaguar. Ses pas n'étaient pas pressés, mais chacun de ses mouvements portait l'assurance absolue d'un être né pour dominer. Sa fourrure d'un or sombre était parsemée de rosettes d'un noir de jais, un motif à la fois d'une beauté envoûtante et la signature du plus mystérieux félin des Amériques. Ses épaules étaient larges, ses muscles enroulés sous sa fourrure comme des câbles d'acier. Son corps était épais, puissant et lourd, parfait pour infliger la morsure la plus forte de sa famille, suffisante pour percer la carapace et le crâne d'une tortue. Ses pattes sont plus courtes que celles d'un lion ou d'un léopard d'Afrique, mais cette position basse lui permet de contrôler son centre de gravité, créant ainsi une puissante poussée lorsqu'il bondit sur sa proie dans un espace confiné comme la jungle amazonienne. Ses yeux, d'un vert froid comme de l'acier mouillé, sont maintenant réduits à 2 fentes acérées. Il ne se contente pas d'observer. Ils évaluent, mesurent, calculent la distance qui le sépare de l'ombre géante sous l'eau. Le jaguar est le seul à pouvoir pénétrer sans hésiter sur le territoire de l'anaconda. Il s'approche du bord de l'eau, la tête baissée, les oreilles constamment aux aguets du moindre bruit. Le jaguar a senti le sang qui persiste sur la vase, traces qui n'ont pas encore disparu après la chasse de l'anaconda. Et pour lui, le sang est une invitation irrésistible. Sous l'eau, le corps pesant des centaines de kilogrammes commence à bouger. Un léger tremblement se propage à la surface. Ce n'est pas le vent. C'est le réveil du géant. Toute la forêt semblait ressentir le changement dans l'air, un silence épais et suffocant. Comme l'instant précédant l'orage. Le jaguar plissa les yeux. L'anaconda émergea des eaux noires. Les 2 prédateurs, qui ne s'étaient jamais inclinés devant personne, n'étaient plus qu'à quelques mètres l'un de l'autre. La rencontre fatidique eut lieu. Et puis, au moment où la défaite semblait inévitable, les instincts primaires de l'anaconda se réveillèrent. Son corps d'1 mètre de long se contracta brusquement, puis plongea droit vers le fond du lagon comme une lourde lance. Le félin sursauta et recula d'un pas, ses yeux verts perçant l'eau bouillonnante.
L'anaconda avait disparu. Non vaincu, mais ayant choisi de survivre comme son espèce l'avait fait pendant des millions d'années. Le jaguar resta sur la rive, observant l'ombre gigantesque s'enfoncer dans les eaux d'un noir d'encre. Il ne rugit pas, ne manifesta pas sa victoire, car en Amazonie, survivre n'était pas une question de gloire, mais le début d'un nouveau combat. Le jaguar se faufila entre les arbres bas, avançant lentement mais sûrement, sa fourrure dorée imprégnée d'eau et de boue après le combat. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les feuilles, baignant son corps de traînées lumineuses, comme les vestiges de ses victoires. Il respirait bruyamment, mais ses yeux perçants restaient aux aguets, guettant le moindre mouvement dans la jungle. Sur le chemin du retour vers sa grotte, il s'arrêta. Un bruit étrange retentit en aval de la lagune, un vacarme chaotique, stride mais puissant. Ce n'était ni un oiseau ni un singe. Le jaguar le reconnaissait bien. Des loutres géantes. Mais contrairement à la plupart des créatures de l'Amazonie, les loutres ne prirent pas la fuite. La chef de la meute éjecta la moitié de son corps hors de l'eau, ouvrit la gueule et siffla bruyamment pour avertir. Le jaguar resta sur la rive, observant en silence. Il savait pertinemment qu'une loutre isolée ne représentait aucun danger, mais une meute entière, c'était une autre histoire. Les cris d'alarme retentissaient sans cesse, transformant la surface habituellement silencieuse du marais en un vacarme étrange et agité. Jaguar recula d'un pas, non par peur, mais parce qu'il savait pertinemment que le combat était perdu d'avance. Les loutres s'emparaient du marais. Les loutres poursuivirent leur quête de poissons, faisant légèrement trembler la surface de l'eau sous leur puissant battement de queue, à la fois assuré, bruyant et intrépide. Tandis que les loutres disparaissaient dans le marais, l'Amazonie retrouva son silence inquiétant. Jaguar se retira dans la forêt profonde, tandis que l'anaconda plongea dans la boue froide, ses blessures saignant encore, mais ses yeux jaunes brillant toujours de la ténacité d'un survivant. En ce lieu, il n'y avait pas de vainqueur définitif, seulement des créatures assez fortes pour survivre un jour de plus. Et à la nuit tombée, le marais appartient à l'anaconda le plus silencieux.
N'oubliez pas de sonner la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode de la série sur la survie en milieu sauvage. Dans le désert aride du Kalahari, le delta de l'Okavango apparaît comme une oasis. Mais derrière cette beauté se cache un lieu de vie et de mort, où d'anciens prédateurs attendent le moment de transformer les eaux calmes en cauchemars. Les créatures d'ici auront-elles la force de surmonter les rudes épreuves de la nature ? Le cruel Okavango. L'attaque sanglante entre crocodiles et buffles du Cap. Le soleil se lève haut, sa lumière dorée se répand sur les vastes prairies et les forêts de roseaux infinis. Vu d'en haut, l'Okavango apparaît comme un labyrinthe vivant, les rivières se ramifiant, serpentant à travers des vasières, des marécages et des lacs scintillants. Mais sous les eaux apparemment calmes se cachent des ombres, où un prédateur attend patiemment le moment de frapper. Sous l'eau trouble, une ombre noire géante glisse silencieusement. C'était le crocodile du Nil, un prédateur ancestral qui régnait sur ce lieu depuis des millions d'années. Son corps mesurait plus de 5 mètres de long et pesait une demi-tonne. Sa peau était aussi épaisse et rugueuse qu'une armure de fer. Il était immobile comme une bûche pourrie, seuls ses yeux jaunes et froids flottaient à la surface de l'eau. Ses dents acérées étaient serrées, dissimulant une puissance écrasante capable de briser les os de toute créature osant s'aventurer dans le fleuve. Chaque battement de cœur, chaque ondulation était sous le contrôle de ce tueur silencieux. Et il ne lui fallait qu'une seule chance pour transformer les eaux calmes en lieu d'exécution. Au loin, le sol tremblait sous les pas d'un troupeau géant de buffles du capitaine des centaines de corps musclés. Leurs cornes courbées et acérées telles des armes de guerre, marchaient ensemble vers le bord de l'eau. Le bruit d'une respiration haletante et celui des sabots martelant la boue résonnaient dans toute la steppe. Dans la chaleur torride de la région de l'Okavango, l'eau est source de vie. Le troupeau de buffles se pressait sur la berge, inclinant la tête pour boire chaque gorgée fraîche. Ils ignoraient que, sous l'eau apparemment paisible, une mort silencieuse les attendait. Sous l'eau trouble, le crocodile était complètement immobile, chaque petite bulle d'air s'échappant de son nez disparaissant en silence.
Ses yeux jaunes brillaient sous la lumière crue du soleil, suivant chaque pas du troupeau de buffles approchant du bord. En un instant, le crocodile sauta hors de l'eau. Son rugissement résonna dans tout le marais. Le troupeau de buffles, paniqué, se dispersa, la boue et l'eau giclant partout. Le crocodile tira fort, entraînant le buffle dans les eaux profondes, où la mort n'était qu'à un souffle. Le bras de fer entre le crocodile et le troupeau de buffles prit fin, et l'eau retrouva peu à peu son calme. Mais derrière ces scènes de chasse sanglante, le crocodile nourrissait aussi un autre instinct primitif, la préservation de l'espèce. À l'arrivée de la saison des pluies, lorsque les eaux de crue inondent les plaines, les femelles crocodiles quittent la rivière et, du museau au corps, amassent herbes sèches, feuilles pourries et boues dans de grands nids le long des berges. À l'intérieur, elles cachent astucieusement leurs œufs, trésors d'une vie durable. Pendant des semaines, la mère crocodile monte la garde, prête à attaquer quiconque s'approche. Lorsque les œufs se brisent, les petits émettent de faibles cris, et la mère crocodile utilise délicatement son museau pour porter chaque petit dans l'eau. Bien que tueuses notoires, leur instinct maternel en fait des protectrices résilientes. Depuis des millions d'années, les crocodiles conservent leur instinct immuable, preuve de leur adaptabilité absolue. Dans l'arène sanglante de l'Okavango, ils ne sont pas seulement des prédateurs, mais aussi des témoins vivants de la puissance immortelle de la nature. Le soleil de midi projette une lumière dorée sur l'eau calme. De petites ondulations se dessinent, reflétant le ciel bleu. Les roseaux le long du rivage se balançaient doucement dans la douce brise, créant un rythme doux du marais. Au milieu de ce paysage paisible, une couleur bleu vif apparut soudain, glissant sur l'eau. C'était le martin pêcheur, le joyau vivant de l'Okavango. Avec son corps compact de seulement 15 à 20 cm de long, ses plumes vert émeraude et sa poitrine orange vif, le martin pêcheur se démarquait dans l'espace marécageux.
Ses yeux noirs perçants et son bec long et pointu comme une lance en faisaient un chasseur habile. Perché sur une branche d'arbre émergeant de l'eau, le martin-pêcheur se tenait immobile, observant le moindre mouvement sous les vagues. En un instant, il fondit sur lui-même à plus de 40 km/h, transperçant l'eau, son bec pointu transperçant avec précision le malheureux jeune poisson. Ses yeux étaient protégés par une membrane transparente, un mécanisme spécial qui lui permettait de voir clairement même en plongée. Pendant la saison de reproduction, les couples de martins-pêcheurs creusent des nids profonds dans les berges, qui peuvent atteindre 1 mètre de long. La femelle pond 4 à 7 petits œufs blancs, que les 2 parents couvent à tour de rôle, puis ramènent chaque petit poisson à la maison pour l'élever. Dans leur monde, l'amour parental s'exprime avec une patience et un dévouement rares. Cependant, la vie est toujours périlleuse. Serpents, grands rapaces et même lézards rôdent autour des nids du martin-pêcheur. Néanmoins, grâce à ses ailes agiles et à sa capacité à se cacher parmi les roseaux, ce petit oiseau subsiste fièrement, un élément remarquable du paysage écologique de l'Okavango. Alors que le soleil se couche progressivement dans l'après-midi, la lumière orangée dorée se répand sur les monticules de terre aride en bordure du marais. Au loin, un cri strident résonne, mêlé au grondement, comme annonçant un autre monde. Loin des eaux calmes, sur les hautes pentes où se déroule une société complexe et dramatique, le monde des babouins. Les babouins sont l'un des primates les plus grands et les plus complexes d'Afrique, présents dans toute la région de l'Okavango. Leur corps robuste peut mesurer plus d'1 mètre de long et peser jusqu'à 30 ou 40 kg chez les mâles adultes. La caractéristique la plus facilement reconnaissable est leur long museau aux mâchoires proéminentes et leur croc pouvant atteindre 5 cm de long, suffisamment pour blesser n'importe quel adversaire. Leur épaisse fourrure gris-brun, parfois argentée et brillante au soleil de l'après-midi, leur permet de se fondre dans le paysage de la brousse et de la savane aride. Ils passent beaucoup de temps à chercher des fruits, des racines, des insectes, et même à chasser de petites antilopes ou des oisillons. Mais les babouins ne se définissent pas uniquement par leur force musculaire.
Ce sont des primates intelligents et agiles, dotés d'une excellente mémoire et d'une vie sociale très active. Un groupe peut compter jusqu'à des centaines d'individus, étroitement organisés selon un système hiérarchique, où le pouvoir ultime appartient au mâle alpha. Cette position signifie l'accès à la nourriture, aux femelles et au respect absolu de tout le groupe. Cependant, cette position est toujours fragile, car de jeunes rivaux guettent constamment l'occasion de se rebeller. Un jeune mâle, au corps musclé et aux crocs acérés, défie silencieusement le vieil homme qui domine le groupe depuis des années. L'atmosphère est tendue à travers le pays. Grognements et sifflements résonnent, comme un appel aux armes pour l'inévitable confrontation. Et puis, la bataille pour le trône éclate. Le bras de fer prend fin lorsque le jeune mâle hurle de douleur et s'enfuit, laissant derrière lui un rêve de pouvoir brisé. Dans le monde des babouins, la force et l'audace sont les seuls moyens d'atteindre le sommet du pouvoir. Et chaque combat de ce genre est la preuve la plus éclatante de la férocité qui se cache derrière une société apparemment unie. Le soleil baissa progressivement, sa lumière rouge-orange se répandit sur l'eau scintillante. Un vent léger soufflait à travers les roselières, créant un bruissement semblable à la musique du soir dans les marais. Alors que les derniers rayons de soleil disparaissaient, on entendit au loin des bruits frénétiques, non pas ceux des oiseaux, mais des aboiements aigus, pressants et énergiques. Dans la savane ouverte, une meute de lycaons apparut soudain. Le lycaon est l'un des prédateurs les plus redoutables du continent. Avec son corps élancé d'environ 80 cm de haut et son poids de 20 à 30 kg, il est recouvert d'une fourrure tachetée de jaune, de noir et de blanc, unique à chaque individu, telle une empreinte digitale. Ses grandes oreilles rondes contribuent non seulement à améliorer l'ouïe, mais aussi à dissiper la chaleur dans la chaleur accablante de la région de l'Okavango. Ce qui rend les lycaons si effrayants n'est pas leur force individuelle, mais leur parfaite coordination au sein de la meute.
Ils se déplacent comme une unité, communiquant par des aboiements, des sifflements aigus et des signaux corporels subtils. Ils peuvent atteindre 60 km/h et leur endurance leur permet de poursuivre leur proie sur des kilomètres. C'est cette persévérance et cette coordination qui leur permettent de chasser avec un taux de réussite de près de 80%, supérieur à celui de tout autre carnivore d'Afrique. Dans la savane de l'Okavango, la meute de lycaons se déplace constamment, leurs grandes oreilles dressées, leurs yeux brillants au coucher du soleil. Ils s'arrêtent soudain, regardant au loin, où un troupeau d'antilopes broutait tranquillement, inconscient de la mort imminente. La meute de chiens s'abaisse, chacun de ses pas s'approchant silencieusement. Aucun bruit, seulement une respiration rapide et des yeux emplis de détermination. Puis soudain, toute la meute se précipite comme une flèche. L'antilope s'effondre de désespoir, ses cris misérables vite engloutis par les grognements excités de toute la meute. Cependant, après la chute de la proie, la scène change. Ce n'est plus le chaos du combat, mais un ordre clair. Les jeunes s'avancent, ayant la priorité pour manger le premier morceau de viande, puis les individus faibles et blessés. Ce n'est qu'alors que les adultes se joignent à eux. Dans le cycle de la survie, le partage devient le lien qui unit la meute, une règle immuable qui les a aidés à survivre pendant des milliers d'années. Après le festin ardent de la savane, les lycaons retournent à leur routine quotidienne. Au sein d'une structure sociale stricte, seul le couple alpha a le droit de se reproduire. Cette règle immuable assure la stabilité et la cohésion du groupe. Pendant les mois de reproduction, la femelle alpha creuse un terrier profond, généralement un terrier abandonné d'Oryctérope ou de Ratel.
Ce terrier deviendra un refuge pour la portée à venir. Après environ 70 jours de gestation, la chienne donne naissance à 6 à 10 petits, les yeux fermés et le corps affaibli. Dès lors, la meute entière assume la responsabilité de les élever ensemble. Après chaque chasse, les chiens adultes régurgitent de la viande qu'ils partagent avec leurs petits et leurs mères, veillant à ce qu'aucun individu ne reste affamé. Les jeunes sont absolument protégés dans la grotte jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour s'entraîner à courir et à chasser. C'est ce comportement reproductif communautaire qui fait la force unique des lycaons. Non seulement en tant que prédateur notoire, mais aussi en tant que groupe soudé, où la vie d'un petit individu est considérée comme la vie de toute la meute. Le soleil se couche peu à peu, l'Okavango s'enfonce dans un voile mystérieux. Dans cette arène sanglante, la vie et la mort sont à portée de main. Pourtant, c'est cette rudesse qui a créé un paradis unique, où la beauté et le mal cohabitent. Que pensez-vous de l'attaque brutale du crocodile sur le buffle du Cap? Laissez un commentaire sous la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la prochaine série sur la survie animalière.